Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur Microscope pour ce nouveau numéro de Microscope sur El Maralbia. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Bonne année à toutes et à tous de 1975. Salam Rawan. Beaucoup de paix, d'amour, de bonheur. Et on a une pensée, bien évidemment, pour les personnes qui sont seules, les personnes qui sont malades. نخمم انا التجمع تاع ساكيدارني وقاد يقلان ديال الحفصه طاس يقلان على شنا يواشل النار يقلان ديال زياد وقادارني قال au programme ce soir, nous allons revenir bien évidemment sur les actualités qui ont dominé l'Algérie cette semaine. Mais pas que, vous allez voir notamment qu'il y a des sujets malheureux, des sujets qui sont récurrents. Nous allons revenir sur ce dialogue national qui devait avoir lieu fin 2025-2026, mais qui a été donc anticipé, puisqu'il a été dernièrement annoncé par certains partis politiques proches du pouvoir. Alors certainement, vu le contexte d'abord intérieur, on va en parler de la politique intérieure avec les grèves des médecins, les haragas qui perdent leur vie, notamment en mer, un pouvoir d'achat, une Algérie qui n'en peut plus, une Algérie qui bouillonne et un peuple qui a envie de vivre autrement. Et puis le contexte aussi international, puisqu'on l'a vu dernièrement, le départ d'un pouvoir, d'un régime d'ailleurs soutenu par le régime algérien pendant plusieurs années, plusieurs décennies, c'est celui de la Syrie. Donc certainement derrière ça, il a fallu anticiper le dialogue. Donc on essaiera de comprendre de quel dialogue s'agit-il. L'Algérie peut-elle, le pouvoir algérien peut-il espérer mettre en place un dialogue dans un contexte actuel, celui notamment des libertés réprimées, plusieurs politiques, Karim Tabo, Mohsen Belabbas, Ali Belhadj par exemple, qui ne peuvent plus faire de la politique, Atman Mazouz, qui a beaucoup de mal aussi à faire fonctionner le RCD par exemple, beaucoup de militantes aussi sont derrière les barreaux, on va y revenir, donc un contexte assez particulier. Il a ce hashtag, Manesh Radi, qui a fait peur au pouvoir dernièrement, jusqu'à ce qu'Abdelmajid Tebboune s'exprime en pleine réunion devant les deux chambres, le Sénat et le Parlement. Et puis nous allons bien évidemment revenir sur dernièrement ces arrestations. D'abord, il y a le cas Sansal qui a fait parler, qui fait encore parler de lui avec cet enlèvement, ces méthodes répressives, qui a mis en lumière les problèmes de liberté en Algérie, et puis aussi qui a mis en lumière le régime algérien qualifié aujourd'hui d'oligarchie, de politico-militaire. Beaucoup parlent maintenant plus du régime que notamment de ces méthodes répressives au niveau des libertés. On consacrera aussi du temps sur Abdelwaqil Blam, qui a été aussi enlevé, il a disparu, il est sorti des radars pendant plusieurs jours et dernièrement, donc donc le juge d'instruction du tribunal de Cheraga a ordonné la mise en détention provisoire du journaliste donc Abdelwahid Blam, je vous le disais, sous l'accusation notamment toujours d'atteinte à l'unité nationale du 87 bis derrière ça. Et puis un autre sujet qui dit politique intérieure, dit politique aussi extérieure à l'étranger, la diplomatie. La semaine dernière, on en parlait, la sortie du Mali avec le ministère des Affaires étrangères malien qui d'ailleurs proposait à l'Algérie de s'occuper de ses affaires et de sa crise interne avant de s'ingérer dans les problèmes de politique malienne. Et puis dernièrement, et ça a grandi, c'est une crise donc qui prend des proportions pas possibles, celle donc avec la France, notamment le pouvoir algérien qui a refusé d'accepter un citoyen algérien. On va demander à nos invités ce qu'ils en pensent, puisque un TikToker, un influenceur, donc qui a été sous OQTF, donc qui a été conduit donc par les forces de l'ordre françaises vers l'Algérie, a été refoulé à l'aéroport de Ouari à Boumedienne. On va essayer de comprendre ce soir, alors pas spécialement peut-être de débattre sur les sorties de Rotaillot, de la gauche, de l'extrême droite, des plateaux télé en France, mais surtout de s'intéresser à la diplomatie algérienne. Est-ce que quelque part la diplomatie algérienne, qui pour certains navigue à vue, est inexistante, un pays qui s'isole de plus en plus, est-ce que cette diplomatie, ce pouvoir en place maintenant, n'a-t-il pas participé aussi
quelque part à cette escalade, pour exemple? Est-ce que derrière l'affaire Sansal, le monde entier était obligé d'attendre 8 jours pour savoir où était passé cet écrivain âgé de 80 ans, par exemple? Pour en parler, le plaisir d'accueillir le docteur Mohamed Lamine Chiban, militant politique. Bonsoir, docteur. On va essayer de retrouver le docteur Mohamed Lamine Chiban dans quelques instants. Rachid Hassani, bonsoir, secrétaire national du RCD en charge de la communication. Bonsoir Chaban, bonsoir téléspectateurs de l'Maghrébia. Merci pour l'invitation. سقسم الجازي كشتيني تواشمتي ويدي السنك المغربية الجزائريين مرة غير مازال مرة عندما لان سقسم مربوح سقس تلويك سقس اللعنة voilà donc bonne année à tous, meilleurs vœux de santé, de prospérité au mon nom et au nom de mon parti. Le RCD, nos pensées vont être détenus politiques aujourd'hui. محبس الرأي محبس يخدمن في السيرفيس نسالم سكوس انداد دفغن pour retrouver leur famille. Exactement, beaucoup sont en prison. Avec nous, donc le docteur Mohamed Lamine Chiban. Docteur, bonsoir et bienvenue, docteur militant politique. Merci, bonsoir à vous et à toute l'équipe de Maghrébia et à tous vos invités. Et encore une fois, je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à la dignité et à la justice. Auparavant, je voudrais donc citer une personnalité qui a écrit « Qu'est-ce qu'un fleuve sans sa source? Qu'est-ce qu'un peuple sans son passé ?» Donc, joyeuse fête, Yennaïr de 1975, à tous les amazirs du monde. Asges, Amges. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'un donc demain, dans le cadre de nos émissions, nous reviendrons, bien sûr, nous consacrerons énormément de temps sur le Yennaïr. Lies Djibaili, merci pour votre fidélité, ingénieur économiste, analyste politique. Bonsoir Lies, bienvenue. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Pour tout le monde, pour tout le peuple algérien. Bonne année du 1975 pour le peuple algérien, pour les Amazirs du monde, pour les hommes qui aspirent à la liberté, à la démocratie, et encore Tilili surtout pour la liberté pour tous les détenus d'opinion. Et je dis que cette année de 1975, nous repartirons sur du bon pied, c'est-à-dire enfin pour construire notre état de droit tant attendu. Merci pour l'invitation. Encore mes salutations à vos invités, Rachid Hassani et Dr Chiban. Voilà. Et l'équipe Maghrébia qui assure la couverture, bien sûr. Merci infiniment, Lies Djibaili, pour votre présence. Comment parler bien évidemment de politique et de détenus sans parler de justice avec nous, Maître Majid Hachour. Bonsoir, Maître. اسقسم جازي كيمشيو للنوان اسقسم جازي ويدي تنضحنا في الليل اسقسم دام جاز ويدي صبران ويدي سانا سيرم دي ثمورثاكي اسقسم جاز ياليون يجانا شمومح خاصك كان هاي الوعد يثقس. Je vous salue tous, merci pour l'invitation. Merci d'être là. On va commencer cette émission, on va devoir le libérer quelques petites minutes rapidement. Rachid Hassani, le RCD, il était important aussi d'avoir un parti politique. Sachez aussi qu'on en invite plusieurs, des partis politiques, aussi bien proches du pouvoir, le pouvoir, et puis d'autres, malheureusement, beaucoup donc refusent donc nous essuyons leur refus. Rachid Hassani, d'abord peut-être un premier volet, une première question. On parle aussi de politique intérieure ce soir. Dernièrement, donc un dialogue national a été souhaité, anticipé par 10 partis politiques, un dialogue qui devait avoir lieu de fin 2025-2026, il est anticipé, il a été annoncé. Il y a eu ce moment d'apaisement avec ces détenus libérés, mais derrière ça, il y a toujours cette recrudescence d'arrestations des malheureux, des journalistes ou des écrivains ou des hommes et des femmes politiques qui font la une aussi des médias à l'international. Comment vous expliquez cet espoir de dialogue national? Je crois que c'est un dialogue qui
qui est récurrent maintenant, hein, qui est annoncé depuis plusieurs décennies? C'est un débat, c'est un dialogue que nous avons souhaité, que nous avons demandé depuis longtemps. Depuis longtemps, nous avons essayé de toujours demander à ce que le dialogue soit instauré d'une manière continuelle, d'une manière volontaire, d'une manière sincère entre les Algériens, entre le pouvoir et les partis politiques, entre le pouvoir et la société, entre le pouvoir et les syndicats, avec différentes manières, différents canaux. Mais aujourd'hui, le dialogue politique auquel nous aspirons, auquel nous appelons depuis longtemps, c'est un dialogue pour le dépassement de la crise de légitimité, c'est un dialogue pour le dépassement de la crise profonde et de l'impasse politique historique dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'Algérie, dans laquelle le régime l'a mise depuis un certain nombre d'années déjà. Et donc, ce dialogue, effectivement, l'appel, nous l'avons intercepté, nous avons pris acte, nous l'avons exprimé à maintes reprises. Nous attendons pour voir, nous attendons les contours de ce dialogue. En tout cas, nous sommes disposés si le dialogue est accompagné d'une sincère volonté pour aller dans l'objectif. Alors, vous mettez ça au conditionnel. Rachid Hassani, vous mettez ça au conditionnel, mais est-ce que réellement, alors vous l'attendez ce dialogue, vous l'attendez cette ouverture, mais est-ce que réellement dans le contexte actuel, je disais tout à l'heure, il y a le hashtag, il y a eu la grève des médecins, Dr Mohamed Lamine Chibane pourra en parler, qui a été squeezé et mis d'ailleurs encore une fois sous la traîtrise et la main étrangère. Est-ce que réellement on peut croire au dialogue national dans ce contexte avec cette politique? Bien sûr, c'est de cela que j'allais enchaîner. Donc, je disais qu'il y a cet appel au dialogue, cette intention de dialogue, mais un dialogue, il doit être précédé d'une volonté, d'une réelle volonté et de mesures politiques réelles qui vont donner confiance, qui vont donner de la lisibilité par rapport à ce dialogue. Effectivement, quand on fait le constat de ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, c'est difficile de croire aux bonnes intentions, mais nous nous accrochons à l'infini espoir que les autorités reviennent à la raison et enclenchent un véritable dialogue pour le dépassement de la crise. Aujourd'hui, effectivement, si on fait le constat de la situation politique, économique et sociale, nous constatons effectivement que il y a ces mesures ambivalentes. D'un côté, on agit des détenus politiques, en même temps, d'autres sont détenus, sont arrêtés. La fermeture du champ politique persiste, la fermeture du champ médiatique persiste, les comportements de répression et les comportements répressifs persistent et continuent. Donc, effectivement, quand on voit le climat dans lequel va se dérouler ce dialogue, c'est un climat qui n'augure pas d'un dialogue sincère et d'un dialogue qui est... Et au-delà, excusez-moi, je vous interromps, mais... Ne préjugeons pas de l'avenir, attendons pour voir si ce que dès notre parti, si ce que nous disons, nous allons juger sur pièce. On va voir d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, les intentions de ce pouvoir, les objectifs assignés à ce dialogue, et puis on se prononcera au moment voulu, au temps Vous êtes voulu, optimiste. à la lumière des données que nous aurons d'ici là. Vous êtes optimiste, mais c'est un pouvoir c'est un président qui a été très mal élu. Il y en a d'autres dans le monde, mais là c'est une réalité, une claque électorale, un boycott total, puisque c'est pas loin. Selon les chiffres, c'est seulement 10% qui se sont rendus dans les urnes et qui n'ont pas tous voté d'ailleurs pour Abdelmadjid Tebboune. Sans compter que derrière ce pourcentage, on sait malheureusement que souvent certains fonctionnaires, certains membres du corps militaire sont malheureusement dans l'obligation d'aller voter. C'est un pouvoir qui n'a pas compris ce fossé qu'il y a. Quand on ne va pas voter dans un pays, à un moment donné, c'est que le peuple est en totale défiance, il n'y a plus de confiance. C'est un pouvoir aujourd'hui. Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune a compris ça? On n'en sait pas trop. De toutes les manières, si on voit ce qui se passe sur le terrain, effectivement, nous avons toutes les raisons d'être pessimistes. Mais je dis, nous ne préjugeons pas de l'avenir.
Nous ne sommes ni dupes ni naïfs. Nous avons eu des expériences par le passé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les signaux donnés effectivement n'endurent rien de bon. Mais on ne va pas préjuger de l'avenir. Nous allons attendre les intentions de ce pouvoir. Nous allons attendre la déclinaison de ce dialogue, les objectifs assignés à ce dialogue, et nous allons nous prononcer. Et comme je le dis, en tout cas au RCD, nous ne sommes ni dupes ni naïfs. On attend pour voir. Ce n'est pas de l'optimisme. Très bien. Rachid Hassani, vous m'entendez, je pense? Je vous entends, oui. Oui, très bien, oui. Alors, une dernière peut-être question avec vous, parce que je sais que vous avez un emploi du temps aussi chargé. Avant de vous libérer, une actualité dominée par, encore une fois, différentes crises diplomatiques. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous inspire dernièrement? C'est le Mali qu'on a déjà eu et que l'Algérie a déjà dû faire face dans sa diplomatie il y a quelque temps. Il y a cette escalade aussi maintenant avec la France. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de savoir comment se positionne la diplomatie algérienne. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait dire aujourd'hui, est-ce que quelque part le pouvoir algérien, je vais être un peu direct, n'est pas aussi responsable de cette escalade de par ses méthodes, des incarcérations, parfois des enlèvements? On n'a pas de quand on incarcère et on arrête un citoyen qui est algérien, mais pas que algérien, on se doit aussi de répondre, de faire de la diplomatie. Dernièrement, il y a eu cette affaire des influenceurs. Est-ce que c'était aussi la bonne méthode? Est-ce que c'était la bonne méthode diplomatique pour qu'Abdelmadjid Tebboune attende entre le 16 novembre et le 29 décembre vraiment pour parler d'imposteurs? Comment vous analysez cette situation crise diplomatique, notamment avec la France du côté du pouvoir aujourd'hui? Je ne sais pas exactement est-ce que c'est la bonne méthode, mais en tous les cas, les tensions générées par les prises de position aujourd'hui inquiètent. Les tensions doivent nous pousser à beaucoup plus de calme, de sérénité, d'intelligence dans nos rapports avec nos partenaires, qu'ils soient du Sud ou du Nord. Et effectivement, il faut appeler à la désescalade, notamment à la désescalade avec la France. Il faut appeler à la sérénité, il faut appeler à la raison. Il faudrait barrer la route aux extrêmes d'un côté comme d'un autre. Il faut reprendre les canaux du dialogue entre la diplomatie algérienne et celle française, parce qu'au vu de nos intérêts communs, au vu de l'importance de ce qui nous lie historiquement, culturellement, et au vu de la diaspora importante algérienne en France et des rapports bilatéraux sur le plan économique, aujourd'hui, du côté français comme du côté algérien, le dialogue doit être réinstauré parce que une désescalade est nécessaire. La tension ne peut pas avoir quelque chose de sérieux et de bon ni d'un côté comme dans un autre. Et effectivement, d'un côté comme d'un autre, la raison doit l'emporter. Et c'est exactement la même chose avec nos partenaires sud. Aujourd'hui, effectivement, il y a des influences étrangères, beaucoup d'influences étrangères là-bas, beaucoup de groupes, beaucoup de pays interfèrent dans les affaires internes du Niger. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. La diplomatie algérienne, des positions de principe qu'elle a, il doit avoir une politique étrangère pleine de doigté, pleine de sagesse, pleine d'intelligence pour préserver les intérêts de la nation, préserver les intérêts de notre peuple dans un monde qui est en perpétuel bouleversement, dans un monde au bord de l'explosion aujourd'hui. Il faut faire attention. Il faut faire attention dans les rapports internationaux, il faut faire attention dans les alliances que l'Algérie engage avec les pays. Et il faut savoir il faut surtout essayer de préserver l'intérêt national, l'intégrité nationale, l'intérêt de notre peuple, de notre économie et de notre nation. Merci Rachid Hassani d'avoir été avec nous. Merci infiniment au RCD en charge de la communication. Lies Djebali est avec nous. Lies Djebali, sur cette question on va bien évidemment dans quelques instants parler de diplomatie. On va évoquer
notamment en troisième point, ce qui se passe avec la France. Mais d'abord, politique interne, 7 septembre, un fiasco total dans ces élections. Est-ce que le pouvoir a compris? Est-ce que réellement le régime actuel s'en préoccupe? Est-ce qu'il en tire un peu les conséquences? On sent qu'il est dans l'obligation de se diriger vers ce dialogue. Mais est-ce que, selon vous, ce dialogue tient la route? Il y a encore des répressions, des arrestations, plus personne ne peut s'exprimer. Lies Djebaili. Au fait, il faut d'abord, avant de répondre à ta question, Chaben, c'est qu'il faut qu'on arrive à maîtriser la nature de ce régime. La nature de ce régime ne réagit si et seulement si les lignes tectoniques des rapports de se change, même change de façon, je veux dire, pas vraiment importante. Il a réagi, il a changé suite à la claque électorale, suite à la gifle qu'il a reçue de la part du peuple algérien, avec un boycott, c'est un boycott ou une abstention, peu importe les qualificatifs, à hauteur de 80%. On va dire, il n'y a que 10% qui ont élu M. Tebboune a un deuxième mandat. Donc, et par conséquent, il a réagi. La preuve, rapidement, quand sa candidature a été actée, a été validée pour un deuxième mandat, il a pris la parole en disant qu'il est ouvert à un dialogue. Un dialogue, ça veut dire quoi? Il a dit, je reprends ses mots d'ailleurs, un dialogue national ouvert pour immuniser l'Algérie. Moi, je lui réponds en tant que citoyen, c'est très simple. Si on veut immuniser l'Algérie, et Dieu sait que tout le monde qui est là, et la majorité, 99% du peuple algérien, veut immuniser le pays, l'Algérie, soi-disant des mains étrangères, et c'est tout. Il faut instaurer la démocratie, parce que la démocratie dans tous les pays du monde, c'est le rempart, c'est l'antidote pour protéger un pays. Et je pense, moi je le pousse, enfin c'est pas je ne pense, je ne me permets pas de dire ça de façon brute comme ça. On n'a qu'à prendre des livres et voir tous les empires sont effondrés. Je veux dire, les Romains sont effondrés, l'Empire romain. Je veux dire, les grands empires, l'Allemagne nazie a capitulé. Je fais pas un comparatif à l'identique. Ça veut dire qu'un pouvoir de nature autoritaire et dictatoriale, il a une durée de vie. Donc sa durée de vie est limitée dans le temps. Il rentre dans une temporalité quasiment finie. Je veux dire, il n'est pas dans une période infinie. Maintenant, il sait pourquoi qu'il faut impérativement un dialogue ouvert, je veux dire, inclusif à tout le monde, il n'y a pas qu'aux partis, c'est-à-dire à toutes les associations, la société civile, tout Algérien, il faut créer le débat, il faut ouvrir le champ, il faut que le débat, il faut que le dialogue soit destiné au peuple, parce que c'est le peuple qui donne la majorité. Il ne peut pas le donner, inviter un parti. Moi, j'ai vu que le parti RND, du parti du pouvoir, qui a réagi. Nous sommes devant une transformation et développement rapide au niveau régional et international, avec des dimensions géopolitiques et sécuritaires et des menaces directes sur des pays. Donc il faut retrouver l'osmose. Et c'est au peuple qui lui donnait l'osmose. Donc ce pouvoir et Tebboune n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir un dialogue, sachant, moi je mets en garde, sachant que la nature du régime, le régime nous a habitués. Il n'a jamais été honnête, il faut dire les choses. Dire que le régime est rusé, peut-être. Dire que le régime il mue, peut-être. Dire que le régime il manipule, peut-être. Mais en tout cas, sa composante intrinsèque depuis des décennies, tout le monde le sait, c'est institut, c'est factuel, il n'a jamais été honnête quand il propose quelque chose. Mais il faut y aller, il faut y croire. Je reviens à vous. Voilà, c'est vraiment la bonne question. C'est un dialogue pour qui on va entendre Dr Mohamed Lamine Chibane dans un instant. Voilà ce qu'a dit le président algérien. La prochaine étape verra le lancement du dialogue politique auquel je me suis engagé et qui sera à la hauteur des enjeux internes. Un dialogue profond, inclusif et non purement
discursif. Voilà, un dialogue qui renforcera les droits fondamentaux. Il dit clairement qu'il a promis à la classe politique d'ouvrir un dialogue pour renforcer le front intérieur et il revient notamment sur l'amélioration de la dignité du citoyen, améliorer leur cadre de vie et enfin une Algérie qui va enfin découvrir une réelle démocratie. Le docteur Mohamed Lamine Chibane, rebonsoir docteur, merci d'avoir patienté. Vous connaissez très bien le pays, un président algérien qui parle de dialogue national, d'ouverture. D'ailleurs, on est le 11 janvier aujourd'hui, c'est une date qui en dit long, puisque le 11 janvier 92, le deuxième tour des législatives donc, a été annulé, arrêt du processus électoral et démocratique par l'armée algérienne. C'est une date aussi qui en dit long et qui est liée à ces espoirs d'ouverture, de dialogue. Est-ce que c'est possible, docteur Mohamed Lamine Chibane? D'abord, on prend acte de la déclaration du président. Le véritable dialogue national, il passe avant tout par une véritable volonté politique au changement. Sinon, mon ami Chibane, c'est juste du cafouillage, de la supercherie. C'est des conférences tam-tam, c'est de la perte de temps. Nous sommes un peuple, justement, assoiffé de liberté. Nous ne pouvons pas construire notre pays en empêchant les Algériens de s'exprimer librement. Quand Nelson Mandela disait « Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, n'est pas fait pour nous ». Donc, aux décideurs, comme l'a dit si bien Silias Jbeili, aux décideurs d'être francs avec le peuple algérien et de tendre la main à tout le monde, comme l'a si bien dit, et quiconque a le pouvoir de se faire entendre, et là je lance l'appel aux personnalités politiques, quiconque a le pouvoir de se faire entendre a le devoir de parler. C'était M. Peter Gabriel. Albert Einstein disait, et là ce que je crains d'ailleurs de ce dialogue, Albert Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose. C'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Jamais. Il y aura toujours les mêmes résultats. Donc, mais le dialogue, avec qui? Dialogue avec ceux qui, lors du Chirac, disaient « Laissez-nous faire la sieste ». Jamais. Dialogue avec qui? Avec ceux qui ont dilapidé les richesses du pays? Ceux qui ont hypothéqué l'avenir de l'Algérie pour des générations? Jamais. Dialogue avec les applaudisseurs? Ceux qui sont animés, comme le disait Étienne de la Boétie, de la servitude volontaire? C'est ça le dialogue? Le dialogue est important. Comme l'a si bien dit Silias, les accords d'Évian. Il y a eu bien, entre guillemets, les terroristes, les félagas du FLN, qui se sont mis à table, et à leur tête, le lion des Jebel, Karim Belkacem, avec les colonisateurs français. Et ils sont entendus pour l'indépendance. Donc, ne pas diaboliser les véritables opposants. Et là, je partage absolument le point de vue de Rachid Hassani du RCD. Notre pays, on ne veut pas que notre pays devienne le tribunal de l'opinion. Nous voulons un pays, nous ne voulons pas que notre pays perd ses enfants. Et il n'a rien à leur offrir. Une jeunesse qui si elle ne sort pas, elle saccage les stades. Vous voyez le constat amer. Dernièrement, par exemple, il y a eu ces étudiants en médecine qui ont fait grève. Et puis derrière, effectivement, il y a la main étrangère. Je crois que c'était encore une fois l'histoire du Merzen derrière ça. Il y a ces manquements déjà, serait-ce que là, en termes de dialogue, autour de l'affaire Sansal, il y a eu un manquement de dialogue. Le hashtag a rapidement aussi été mis sous instrumentalisation. Les militants, vous disiez, dialoguer avec qui? On ne laisse pas les Karim Tabo, les Ali Belhadj, tous ces militants, ils sont plusieurs, enfin, pour en citer vraiment. C'est un pouvoir qui a du mal à laisser ou à écouter et à laisser les gens s'exprimer. Comment un dialogue est-il possible? Le dialogue, il est possible, comme je vous l'ai dit, il faut avoir le courage et la sincérité de discuter avec vraiment ceux
qui sont animés justement d'une volonté pour dialoguer, et là, M. Rachid Hassan du RCD vient de le dire à l'instant, mais il faut savoir avec qui dialoguer. Et en plus, et je saisis l'occasion pour dire, et là, à 92, il y a eu l'arrêt du processus électoral et c'était le début de la tragédie algérienne. Une triste date. Vous l'avez si bien dit, malheureusement, voilà où on est la situation. C'est malheureux quand après, depuis 92 et quand on arrive à 2022, 30 ans après, le rapport annuel d'Amnesty International a dressé un tableau très sombre de la situation des droits de l'homme en Algérie. Et l'indice de la démocratie dictator slip en 2021, il avait classé carrément l'Algérie comme dictature. Avec ce dialogue et avec la libération de tous les détenus d'opinion, pas les droits communs, les détenus d'opinion, les hirakistes justement, le shurafa ou l'ahrar. Et là, justement, on pourrait, début de l'année, Inch'Allah, et là, on nous réjouissons de la chute, de la fuite d'un dictateur arabe qui est Bachar al-Assad. Donc une pensée à tous les disparus de 92, aux prisonniers et Inch'Allah, pour l'année 2025. Merci docteur, je reviens à vous dans un instant. Majid Hachour, bonsoir, merci d'avoir patienté, le plaisir de vous avoir tous les trois et d'attendre les uns derrière les autres. Alors le 11 janvier 92, pour rappeler clairement, donc deuxième tour des législatives, le pouvoir, l'armée algérienne décide d'arrêter les élections, de stopper le processus électoral. Et en Algérie, à cette époque-là, près de 60% des Algériens sont allés voter. En premier en tête au niveau des sièges, avec 188 sièges, c'était donc le FIS, juste derrière le FFS et le FLN, si je ne me trompe pas. Et donc l'armée a décidé donc d'arrêter les élections pour vouloir sauver la République. Majid Hachour, avoir votre analyse aussi, votre avis. Tous les éléments ont été donnés maintenant depuis le début de l'émission, un contexte particulier depuis le mois de septembre, un peu d'apaisement, mais une recrudescence tout de même des arrestations et tout de même ces prémices de dialogue apparemment annoncé par le pouvoir ou certains partis proches du pouvoir. De la mécontentance de mes amis et de ne pas partager le réalisme parce que j'ai mon propre réalisme, pour ne pas verser dans le débat optimiste, pessimiste. Moi, parlons de ce dialogue d'abord. Le dialogue, dans l'absolu, qui est contre le dialogue? Personne n'est contre le dialogue. On ne peut pas être contre le dialogue. Mais le plus étrange, c'est que nous sommes le seul pays à parler à longueur de journée de dialogue, à longueur de journée, à longueur d'année. Je m'explique. Ce principe de dialogue a commencé vers les années vers 90-91. Il y a eu le dialogue de Rzali, le dialogue de Hamrouch, le dialogue. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a donné que du folklore et du négatif et ça n'a jamais abouti. On a passé en 95. C'est l'opposition qui a proposé une plateforme de dialogue. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé dans le détail et dans le global. Ensuite, regardez ce qui s'est passé au début du règne de notre président légal, parce que légalement il est élu. N'a-t-il pas proposé la main tendue de l'Em Chaml? Et j'ai vu plein de gens, c'est normal, c'est légitime, les gens croient, il y en a qui croient au dialogue, tant mieux pour eux. Ils sont tous enthousiasmés, on va le dialoguer, on va mettre des préalables, etc. Et là, est-ce que ce dialogue a eu lieu? Il a gagné 2 ou 3 ans avec ce dialogue. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire. Parce que quand on veut faire quelque chose, on l'a fait. On ne la projette pas dans l'avenir. À fin 2025, il aura gagné au moins une année ou une année et demie, ou une année et quelques mois. À fin 2026, il en aura pour au moins 2 ans.
Et puis, après 2 ans, on promettra encore du dialogue. Non, notre dialogue à nous tient des préalables. Des préalables d'Aït Hamed, qui était l'un des premiers, Allah yarhamou. Le 23 décembre, il était décédé. Il était de 2015 à 2024, ça lui fait 7-8 ans depuis qu'il est mort. Allah yarhamou. C'était le premier à lancer des préalables. Il était le premier à lancer des préalables. Parce que sans préalable, il n'y aura pas de dialogue. Et curieusement, les mêmes préalables se répètent alors que nous sommes en 2025. On a demandé l'ouverture du champ politique, du champ médiatique, la libération à l'ère de la décennie noire, la libération des prisonniers, le cessez-le-feu, la paix. Et tous ces préalables, curieusement, se répètent en 2025. Donc, quand ceci se répète, ils sont répétitifs, ça veut dire qu'en tout un dialogue, ou leur dialogue a abouti. Leur dialogue, ça c'est notre dialogue à nous. Le dialogue des préalables, le dialogue pour avancer. Mais leur dialogue à eux, c'est pour, je l'ai dit, c'est pour gagner du temps et du temps encore. Sous un populisme, bien sûr, très romantique. Le dialogue pour restaurer la démocratie véritable. Y a-t-il il y a une démocratie fausse, une démocratie véritable, une démocratie responsable, une démocratie. La démocratie. Quand on lui ajoute un qualificatif, rassurez-vous qu'il n'y a plus de démocratie. Il n'y a qu'une seule démocratie, celle de l'alternance, celle du respect des valeurs, celle de la tolérance, celle du respect des valeurs, celle de comment dirais-je, fasl din an dawla, celle de la reconnaissance de l'identité, celle de la reconnaissance de la citoyenneté, c'est celle-là la démocratie, et surtout celle de la liberté d'expression. Sommes-nous dans cet environnement, sommes-nous dans cet état de fait? Parce que finalement, ce pouvoir, il a deux choses. Il gagne du temps, il croit que le peuple est un suiviste, et trois, il exerce la politique du fait accompli. Vous avez parlé du 7 septembre. Bien sûr qu'il sait qu'il y a un divorce populaire. Bien sûr qu'il y a un fossé monstre, un fossé effroyable. Et qui s'allonge. Ils le savent. Mais ils se disent que ce peuple doit se tenir, doit être mis à chaque fois dans le fait accompli. Plus ils répètent leur mensonge, un mensonge répété 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et il termine par devenir vérité. Mais le temps a changé. Merci, maître. Les temps ont changé, nous sommes en 2025. Le peuple n'est pas celui des années 70, ni celui des années 80, ni celui des années 90. Nous sommes un peuple de 2025. Et ce peuple de 2025 préfère juger à la pièce et a fini surtout de détruire ces totems. Vous savez, les totems, c'est qui les totems? Vous dites non, vous êtes contre بلادكم, ما تحبوش بلادكم. تقولوا ما راكمش راضيين, راكم contre بلادكم. Je dis que si on a mis à l'abri l'identité, si on a mis à l'abri la religion, la patrie aussi doit être mis à l'abri. On demande qu'il n'y ait plus de surenchère sur l'amour du pays, merci, pour l'amour du patrie. Personne n'est plus nationaliste qu'un autre et basta. On y vient, maître, justement, on y vient. On passe à le deuxième dossier dominant, mais on vient aussi d'en parler un peu, c'est ces libertés, ces détenus. On va évoquer, bien évidemment, derrière tous les détenus d'opinion, la situation du journaliste Abdelwaqi Leblam. Ilyes Djebaili, je reviens à vous. Effectivement, alors on n'est pas schizophrène, mais c'est vrai que d'un côté, on évoque cette ouverture, un pouvoir. J'aurais pu vous passer les quelques éléments du discours d'Abdelmajid Tebboune, qui était bien dans ses baskets dernièrement devant le Parlement, devant le Sénat. Et tout à fait normal, l'ouverture d'esprit, donc l'inclusivité, entre autres. Et puis d'un côté, on a tout de même cette situation très critique
En l'occurrence, dernièrement, on a eu l'écrivain Boualem Sansal qui a disparu pendant 8 jours et on connaît la suite de l'affaire. Et dernièrement aussi, pendant près d'une semaine, c'est la disparition d'Abdelwakil Blam, qui aujourd'hui, donc, je le rappelle, est sous l'accusation de participation à une organisation terroriste. Et une décision qui a été donc révélée par un communiqué émis par le parquet, donc du côté de Chelaga, notamment juste d'ailleurs en mentionnant seulement les initiales de BA, donc la lettre B et la lettre A. Selon le communiqué, donc, Abdelwahid Blam est accusé de crime de participation à une organisation terroriste en connaissant son but et ses activités. Lies Djebali, ça sent pas bon au pays pour les libertés. Non, ça sent pas bon. Pardon, ça sent pas bon dans le pays depuis 2021. Après malheureusement le Covid qui a touché la majeure partie des pays au monde. Et après la fin des marches du Hirak, nous avons remarqué, c'est pas que nous avons remarqué, c'est un fait qui est réel, que le régime a profité de la Covid-19 pour mettre fin au Hirak. Parce qu'il a compris que le Hirak, un mouvement, n'est pas insurrectionnel, loin de là, c'est un mouvement d'émancipation, c'est un outil qui véhicule les revendications du peuple algérien pour un changement progressif vers la démocratie, pour édifier une vraie démocratie, un état de droit, une liberté d'expression, une justice indépendante, enfin, toutes les bases de primauté de la démocratie, ni plus ni moins. Est-ce qu'autant demander d'avoir une démocratie dans un pays, est-ce que c'est un luxe? Ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose de très important. Lies Djebali, à mon sens, le fond du problème est là. C'est peut-être cet état de droit, cette démocratie qui fait... Elle a existé quelque part en 88, il y a un soulèvement. Derrière ça, il y a plusieurs partis qui arrivent à se réunir, de tous les bords d'ailleurs. On se souvient des accords des Dijon, etc. Il y a eu des élections en 92. Il y a eu cette ouverture où les gens avaient... Et à un moment donné, on a trouvé un pouvoir qui dit... non, je stoppe tout, je garde le pouvoir, je sauve la République. Quelque part, aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, toute voix discordante, on stoppe pour ne pas laisser sa place. Non, je suis désolé, Chaben, il n'y a pas une grande ouverture en 88. En 88, vous m'arrêtez si je me trompe, c'était des revendications sociales qui ont été transformées en revendications politiques. Et puis, dans le sillage de ces transformations, il y avait la création des partis pour aller vers une démocratie. Je tiens à rendre hommage à celles et ceux qui étaient dans cette spirale dynamique positive pour remettre l'Algérie sur ses pieds après 62. Et malheureusement, nous avons peut-être compris avec le temps, ou nous avons pas remarqué. La vérité, c'est que l'ouverture s'est faite à dose homéopathique, petite dose. Il n'y a pas une grande ouverture. C'est la raison. Et malheureusement, après l'arrivée de Tebboune, c'est carrément, il n'a pas remis non seulement en cause, mais il a mis fin à toute forme de démocratie. Quasiment, on rentre dans une spirale autoritaire, voire dictatoriale du pays. Le pays s'enfonce dans une dictature, ni plus ni moins. Tout le monde a peur de publier, tout le monde a peur de se réunir pour débattre concernant l'avenir des médecins, concernant l'avenir du pays, concernant l'économie du pays, concernant la création des partis, concernant la création d'une société civile, moderne et démocratique. Les services, c'est tout le sécuritaire. C'est que le régime refuse toute alternance à la démocratie, il ne veut pas d'alternance, ne veut pas un changement démocratique. Et maintenant, je dirais, est-ce qu'il est schizophrène ou pas? Moi, je ne suis pas psychanalyste ou je ne suis pas comportementaliste, il n'en demeure pas moins. Nous remarquons qu'il refuse toute forme de changement. Il bouge quand la ligne de crête
elle commence à se faire sentir. Maintenant, il souhaite ouvrir le dialogue. Moi, je n'ai jamais compris. Il libère des détenus d'opinion. Le lendemain, il incarcère ou les réincarcère d'autres détenus. Où sont-elles ces mesures d'apaisement? On nous parle de mesures d'apaisement. Ces mesures d'apaisement, on ne les a pas vues, non seulement au niveau de l'intérieur et aussi bien à l'extérieur. C'est un président qui quasiment, il est aux abois en menant le pays aux abois. Qui sont les décideurs? Est-ce que les vrais décideurs, ils se rendent compte de la dangerosité laquelle le pays quand même il est porté par une dangerosité inédite du jamais vu, et c'est ça la réalité. Quand il nous parle, ce journaliste, il n'a pas été. On nous dit que je le soutiens vraiment de façon sincère et honnête parce qu'il a dû souffrir dans sa chair. Il a été non seulement, il a subi pas la disparition, une disparition forcée, voire kidnapping, qui nous rappelle un peu les années sombres de la Tchéka. La Tchéka, c'est l'ancêtre des KGB, des services secrets soviétiques, où on essaie de rafler les citoyens le soir à la tombée de la nuit. Et c'est ça la réalité, ce qui se passe au pays. On a vu une pauvre femme, une simple citoyenne. On vient de la condamner à 3 ans de prison de ferme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon Dieu, elle n'a pas tué, elle n'a rien fait, elle n'a pas volé. Elle ne travaille pas dans une institution financière où elle a fait un virement de 3 millions de dollars vers une autre banque en offshore. Regardez le pays dans lequel se trouve. Maintenant, je suis d'accord quand même avec Maître Hachour aussi. Je suis d'accord. Et je suis d'accord quand il dit, attention, moi je lui dis que la nature du régime n'est pas honnête, qu'il est rusé, c'est un grand manipulateur de masse, il a toujours misé sur le taux sécuritaire, mais au bénéfice du doute, parce fait, quelque part, au bénéfice du doute, on lui accorde ce bénéfice du doute. Est-ce qu'il va ouvrir le dialogue, libérer tous les détenus d'opinion, sans distinction, Moi, sans distinction, je vais dire même remonter depuis les années 90. Eh bien, je ne l'ai jamais dit, je le dis. Parce que aussi, il faut libérer. C'est ça ce qu'on appelle les mesures pour faire repartir le pays dans l'apaisement. Et beaucoup ont disparu. Docteur Mohamed Lamine Chibane, militant politique de longue date aussi au pays. Je parlais tout à l'heure un peu de cette double situation, ces double revers. D'un côté, il y a un apaisement, il y a des choses qui sont proposées, qui sont aussi annoncées par le pouvoir en place, et puis d'un côté, derrière, encore une fois, on a cette nouvelle affaire, le journaliste Abdelwakil Blam qui est resté longtemps dans la nature, sans donner de nouvelles, car donc apparemment il a été enlevé pendant plusieurs jours, et puis derrière, il y a ces accusations d'atteinte à l'unité nationale, porter atteinte à la sécurité publique et à l'ordre général, c'est donc à l'intégrité aussi de l'unité nationale, donc le 87 bis. Et vous allez réagir, docteur, mais derrière, il y a aussi un pouvoir qui est quelque part toujours un peu, peut-être, c'est une question, mais dans le déni, qui a du mal aussi peut-être à requalifier. À 87 bis, il est à toutes les sauces, tout le monde est classé de terroriste en Algérie. Si Chaben, l'histoire se répète. Toute ma solidarité avec Maître Abdelwakil Blam. En 64, Aït Ahmed, le chef historique de la Révolution, a été traité de traître. Il était condamné à mort. En 76, Farhat Abbas et Ben Khadda avaient écrit un manifeste pour condamner la politique de Boumediene. Ils ont été traités d'agents au service de l'étranger. En 75, toujours Aït Ahmed, Mehri, Ali Yahya Abdelnour et Ahmed Ben Bella ont été traités de Khawana parce qu'ils ont participé au contrat de la réunion de Saint-Égidio. Donc, nous sabran jamil pour Si Abdelwakil. Et quand je me rappelle que l'année passée, la délégation algérienne qui participait aux travaux de la 56e session du Conseil de l'ONU aux droits de l'homme déclarait, s'est engagée des réformes. Alors je reprends le texte, des réformes visant à renforcer la suprématie de la loi, l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption. Donc, que pouvons-nous dire? Sincèrement, nous sommes
assoiffés de liberté d'expression, d'opinion, liberté de pensée. Ce peuple qui a perdu plus d'1,5 million durant la Révolution, qui a perdu ses valeureux hommes, chefs historiques, hein, pour que nous puissions arriver en 2025 et nous assistons à notre jeunesse qui fuit le pays, un pays gazier, pétrolier. C'est malheureux. C'est malheureux de voir des Algériens qui fuient le pays au mépris de leur vie et on voit leur corps flotter, hein, aux côtes espagnoles. C'est encore une fois malheureux, mon ami Chaben. Maître Majid Hachour est avec nous, un dossier que vous connaissez. Maître, la semaine dernière, hein, vous évoquiez auprès de mes confrères aussi, au niveau de la chaîne, il y a une constitution, il y a des articles de loi à respecter. On ne peut pas quelque part. C'est important pour moi de revenir sur les formes. On peut arrêter quelqu'un si on estime vraiment qu'il est en état d'arrestation parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais il y a des règles à respecter. On doit savoir où il est, il doit informer sa famille, il doit avoir un avocat. On a l'impression, encore une fois, alors je dis l'impression, ce n'est plus une impression maintenant, puisque la réalité est là. Derrière Boualem Sansal, encore une fois, alors le but c'est on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais le monde est monté au créneau en disant mais voilà, la personne est kidnappée, pas de visa pour ses avocats, on n'a pas de nouvelles, il n'y a aucune diplomatie, personne qui réagit. Et derrière, donc, Abdelwaqi El-Blam, c'est la même chose. Il est resté sans nouvelles pendant plusieurs jours. Et aujourd'hui, donc, il a un énorme dossier avec de énormes accusations. Que dit la loi, Maître Majid Hachour? La loi est très claire. Il y a l'article 51 du Code de procédure pénale qui impose, ne permet pas, ce n'est pas un problème de permission ou de mzia ou de faveur. L'article 51 dispose que quand quelqu'un est arrêté, a le droit de contacter sa famille, de contacter son avocat et de dire où il est. Dans les 24 heures, pas après 48 heures, pas après 72 heures, pas après 8 jours, pas après 12 jours, dans les 24 heures. Dès qu'il arrive, ils mettent à sa disposition un téléphone ou n'importe quel moyen de télécommunication. Mais malheureusement, chez nous, on vous... Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, la semaine, je vous interromps juste 20 secondes rapides, hein. Je vais vite, le temps passe, mais je sais qu'à un moment donné, sa famille s'est rendue au tribunal, le premier tribunal qui était concerné par l'affaire. Personne n'était capable de dire où il était, personne n'avait l'information. Et puis alors, quelques jours après, on informe qu'il est vraiment arrêté, incarcéré. Ben justement, il faut qu'ils nous disent maintenant combien de détenus encore qu'ils prendront en skimmique en algérien chez nous, en skimming, à soufera ou en cachette. Ils disent à leur famille, vous en faites pas, dans 2 ou 3 heures au max, ou bien une heure, il va revenir. La famille attend pendant 2 heures, 3 heures le retour de leur chair. La chair de leur chair. Mais il ne revient pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font, ces familles? Je parle des familles. Qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent les recherches dans les hôpitaux. Elles commencent les recherches chez les amis, dans la rue, dans les commissariats, dans les policiers, dans les commissariats, dans les centres de police, etc. Sans nouvelles. Sans nouvelles. Alors qu'ils nous disent combien il leur faut ou il nous faut encore des détenus pour que tout cela s'arrête, pour qu'ils appliquent la loi. Et qu'on ne demande rien du tout, on ne demande pas. C'est vrai qu'il y a la présomption d'innocence, qu'ils enquêtent comme ils veulent, il n'y a aucun problème. Mais qu'ils nous disent oui, où ils enquêtent, où ils ont mis c'est celui qui est objet de l'enquête. Qu'ils appliquent la loi. Qu'ils appliquent la loi tout court. Maintenant qu'ils nous disent, il y a une chose, je le dis, je le redis. C'est vrai, il y a une constitution, il y a des décrets, il y a des procédures. Maintenant qu'ils nous disent, est-ce que maintenant,
on continue à appliquer ces lois. C'est-à-dire le peuple devrait appliquer ces lois, devrait se soumettre à ces lois pendant que bouscule la loi, écrase la loi, viole la loi. Et pour combien de temps encore? Pour combien de temps encore? La société bouille. Si elle bouille, c'est à cause de ces pratiques-là. En plus de manque de légitimité. C'est à cause de ces pratiques-là. Les emprisonnés, quelqu'un d'emprisonné n'est pas un simple dossier. Il faudra qu'ils comprennent que quand on emprisonne quelqu'un, on provoque des drames, on provoque des tristesses, on provoque des larmes. Mais rapidement, maître, on va passer à la troisième partie, mais à vous entendre, on pourrait mettre deux mots, injustice, absence de justice, et limite même vous nous détaillez des éléments qui font penser à une certaine dictature. Quand on prend les personnes et les familles qui les cherchent pendant plusieurs jours, plusieurs heures sans savoir, etc. Que dit la justice? Il n'y a pas de justice en Algérie pour ces dossiers-là? Non seulement qu'il n'y a pas de justice, mais s'il y a écrasement de la loi, c'est qu'il y a écrasement de la justice, écrasement du juge. Au bénéfice de qui? Du chef. Parce que la justice aujourd'hui, comme le législatif, ne sont plus des pouvoirs. Elles sont de simples fonctions. Quand j'avais, il y a 2-3 ans, j'ai fait un post où je disais qu'on fait du boumedianisme sans boumedien. C'est parce que j'ai observé, j'ai remarqué la récupération de tous les pouvoirs par le pouvoir exécutif, représenté par un. Et tous les pouvoirs qui étaient normalement censés être pouvoirs sont devenus fonctions. On ne parle plus des pouvoirs législatifs ni des pouvoirs juridiques, mais des fonctions législatives et des fonctions de justice. Merci, maître. Et si nous appelons justement, c'est pour ça que nous luttons. Nous lutterons toujours pour la séparation des pouvoirs, pour la construction de véritables institutions qui seront, transformées ou qui deviendront de vrais pouvoirs. Merci, maître. Restez avec nous. Je reviens à vous, maître. On va passer, vous pourrez continuer d'ailleurs l'échange aussi, puisque qui dit politique intérieure bancale, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, un système apparemment à l'intérieur affaibli et qui manque de cap. Eh bien, écoutez, nous allons maintenant évoquer la politique étrangère et la diplomatie algérienne. Maroc, Mauritanie ou encore le Niger, l'Espagne, la France, les Émirats, le Mali, il y a encore quelques jours, et puis la France maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années. Dernièrement, Abdelmadjid Tebboune qui nous parle du rendez-vous de l'histoire entre le président algérien et le président français de l'histoire. Dernièrement, je n'irai pas à Canossa, et puis vous avez vu l'escalade. Alors du côté, bien évidemment, de la France, dans les médias, la gauche, la droite, tout le monde s'en donne donc à plein plaisir. Hein. Chacun y prend pour son grade, mais ça, vous me direz, c'est en France. Hein. Aussi bien les politiques que les médias s'expriment en fonction aussi de leurs intérêts, de leurs idéaux. Nous allons nous intéresser sur cette question, effectivement, à la position algérienne. La diplomatie algérienne participe-t-elle à cette escalade, mais surtout, quid de la protection aussi, notamment de sa diaspora. Aujourd'hui, donc derrière cette OQTF donc, qui a été refoulée à l'aéroport, donc pas plus tard qu'hier, Ouari Boumediene, donc par la police algérienne. Donc cet individu, donc cet OQTF, est algérien, il n'est pas français. L'Algérie n'a pas voulu donc accueillir son citoyen algérien. Donc on va essayer de connaître et d'essayer de comprendre la position algérienne
avec la France, mais pas que. On se rend compte bien. Puis d'un point de vue diplomatique, c'est un pays qui apparemment a pas mal de soucis et un pays qui s'isole de plus en plus, ou peut-être que nos invités vont nous dire l'inverse. Lies Djebaili, la France, l'Algérie, la France, le temps passe vite, mais j'aimerais vraiment avoir votre analyse. Est-ce que notre ministère des Affaires étrangères, qu'on n'a pas entendu sur Boualem Sansal, qu'on n'a pas entendu sur les TikTokers, qu'on a très peu entendu, le président algérien qui sort le 29 décembre après l'arrestation le 16 novembre de Sansal, actuellement pareil, il n'y a pas spécialement d'apaisement. Comment vous analysez les choses du côté du pouvoir et de la diplomatie algérienne? Comment j'analyse la diplomatie, la politique ou bien la configuration de la diplomatie algérienne à travers le monde et surtout notamment avec la France, c'est-à-dire le pays le plus proche avec qui, oui, tout à fait, pour dire les choses, avec qui nous nous entretenons sur le plan commercial, sur le plan historique, sur pas mal de points, sachant qu'il y a 6 millions d'Algériens en France. Aussi, il y a la question mémorielle, il y a la question commerciale. C'est des partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Il faut savoir aussi les services sécuritaires algériens et français travaillent. C'est des alliés, on va dire comme ça. Il faut dire les choses. Sur le plan important, ils sont là, mais par contre, sur des choses un peu qui viennent et qui se greffent. Et qui provoque encore une crise tumultueuse. Déjà, les relations franco-algériennes ou algéro-françaises sont tumultueuses depuis des décennies, depuis 1962. La crise entre la France et l'Algérie est différente des précédentes, mais peut-être c'est la plus dangereuse, Chahban, parce qu'elle accélère, et c'est parce que aussi il y a des prises de position qui sont hâtives. Revenons, c'est pas question d'influenceur ou pas, la question elle remonte en amont, c'est même pas la question aussi de la marocanité, la reconnaissance de la France de la marocanité du Sahara occidental. Je dirais le point du discours, le point de départ des relations diplomatiques, certes, c'est la marocanité, c'est ça le point de départ, mais quand même le point de départ aussi, le point de déclenchement grave où la fissure elle commence à être de plus en plus ouverte, c'est l'arrestation de Sansal à Alger. Est-ce qu'il fallait l'arrêter? Il fallait. Moi, je suis d'accord ce qu'elle a dit, avancer, jamais de question, mais il a raison. Le monsieur, il est porteur de deux passeports. Ce qu'il a dit, qu'on soit d'accord ou pas, c'est dans le cadre de la liberté d'expression. C'est que nos dirigeants ne savent pas. Ça ne va pas remettre en question l'intégrité territoriale quand on parle. Les paroles partent, les actes restent. C'est une parole. Chaque personne s'engage de parler ce qu'il veut. Donc, pourquoi arrêter une personne qui a 80 ans? Il fallait lui retirer son passeport et lui remettre son passeport français et qu'il retourne en France sans faire du vacarme et gérer cette question. Oui, parce que ce que reprochent beaucoup les médias, Majid Hachour et le docteur Mohamed Amin Chiban auront du temps pour s'exprimer, mais ce qu'on reproche derrière toutes ces affaires, c'est pas spécialement d'arrêter, mais Boualem Sansal aurait pu être arrêté le 16 novembre, et puis juste derrière, il y a un communiqué officiel, je sais pas moi, du procureur, une conférence de presse, qu'on dise des choses, que les choses soient dites, que derrière, on laisse pas cette presse, ces partis politiques de l'autre côté de la Méditerranée s'exprimer à tout va et parfois d'une manière aussi virulente, etc. C'est ça aussi c'est ça qui reste aujourd'hui dans l'incompréhension. Et quand je dis diplomatie, c'est ça aussi, c'est de s'exprimer, comme derrière cette affaire des TikTokers, par exemple. Il est là le manquement. Oui, absolument. Le manquement aussi, peut-être aussi, il avait le droit à un avocat. Vous l'arrêtez, il avait un avocat. Une fois arrêté à Alger, plusieurs jours, personne ne sait où il se trouve. Est-ce qu'il se trouve à sa maison en Buira? Personne ne le sait. On a l'impression que l'Algérie dès que vous mettez vos pieds en Algérie, c'est le kidnapping, c'est ça en fait. Parce que l'Algérie, elle a des institutions. Certes, elle a une justice, qu'elle soit pas indépendante, mais il y a une justice. Mais tout ça, c'est-à-dire, la personne est arrivée, on n'était pas d'accord ce qu'il a dit, on l'a arrêté dans des conditions vraiment de kidnapping total, n'avait pas le droit à un avocat, n'avait pas le droit à une assistance. En fait, il n'y avait pas aucun... D'ailleurs, Chahban,
D'ailleurs, j'ai lu ce qu'on appelle la réponse du ministre des Affaires étrangères, Attaf, quand il a répondu au ministre de l'Intérieur français, disant que ce TikToker, je vous signale que ce TikToker, il a proféré des menaces de mort à l'encontre des opposants algériens en France, et même à l'encontre de Mohamed Tajadid. Il faut dire les choses. Ce TikToker, il aurait pu c'est-à-dire être jugé en France, et c'est la justice française c'est elle qui le juge, parce que ce qu'il a proféré, c'est des menaces de mort, c'est condamnable et inadmissible, je l'ai toujours dit. Mais quand même, quand le ministre des Affaires étrangères Attaf, il dit « vous auriez dû le laisser en France pour qu'il réponde, soit jugé de façon légale et devant un tribunal français », et pourquoi vous... Mais la preuve, c'est-à-dire, pour vous, il n'y a pas de droit, et pour les autres, ceci. C'est-à-dire, on voit bien que ce ministre des Affaires étrangères, il est en train de patauger dans une marécage pas possible. C'est que la diplomatie, elle est dans une phase ultra dépendante. Il y a les TikTokers, il y a le problème de l'incarcération ou l'arrestation. Écoutez, je ne suis pas d'accord ce qu'il a dit, M. Sansa, là. Je ne suis pas d'accord. Je le dis, je le redis. Je ne suis pas d'accord, mais on n'a pas arrêté une personne parce qu'il avait le droit, il s'est exprimé. Il s'est exprimé, ça fait mal au cœur, mais on ne l'arrête pas de comme ça. C'est ce qui est mis actuellement en... Merci. Peut-être avoir le temps, bien sûr, de revenir vers vous. On va tout de même écouter le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui a dit qu'il fallait prendre tous les moyens, tous les dispositifs nécessaires donc pour mettre, même jusqu'à mettre fin au visa, remettre en cause les accords de 68. On écoute une de ces réactions parce qu'il y en a eu plusieurs. Je pense qu'on ne peut pas, la France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense qu'en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Vous envisagez des sanctions, ça veut dire quoi concrètement? Il y a un éventail de possibilités que je ne détaillerai pas ici, qui doivent être étudiées au plus haut niveau, bien sûr, gouvernement et président de la République. Mais je pense que là, l'Algérie est en train de franchir. Voilà, Bruno Retailleau aussi qui s'est exprimé hier en disant qu'en 2023, la France, c'est le premier pays à avoir donné des visas à l'Algérie à hauteur de 2 500 000 visas en 2023. Alors, est-ce que le docteur Mohamed Amin Chebane est de retour? Docteur, rebonsoir. Oui. Écoutez, j'ai le plaisir samedi dernier déjà de vous avoir. On a évoqué effectivement de la situation malienne. Maintenant, il y a cette situation française, mais encore une fois, le samedi, on essaye un peu de voir les choses avec un peu plus de hauteur et de profondeur. Mais certains aujourd'hui disent clairement que depuis 6 ans, la diplomatie algérienne n'a jamais été aussi catastrophique de par ses relations, de par ses sorties médiatiques, ses sorties au sein de l'APS, aussi cette technique de faire l'autruche, de ne rien dire et de passer par voie de certaines presses qui font la une de qui font leur une de certaines actualités diplomatiques sans avoir été validées, en tout cas sans avoir eu la réaction des responsables politiques, par exemple. Voilà, depuis 6 ans, avoir votre aperçu de cette diplomatie apparemment affaiblie, et puis derrière ce dossier français, bien évidemment. Absolument, nous sommes dans un véritable isolement diplomatique. Sans précédent. Oui, la diplomatie de Mohamed Sadiq Ben Yahya, du docteur Ahmed Talib Ibrahimi, de Abdelaziz Bouteflika. Et là, on assiste vraiment. Et au même moment, c'est le Maroc qui marque des points. Il devient, lui, au niveau du Sahel, pratiquement, il gagne beaucoup de sympathie. Il y a beaucoup de pays africains qui soutenaient le Polisario et qui ont maintenant décidé de retirer leur soutien au Polisario. Et je voudrais revenir d'abord à ce problème de Boualem, ce TikToker, comme l'a dit Siliès.
Pour moi, c'est pas un influenceur du tout. Ce TikToker, absolument, il a proféré des menaces, mais c'est très grave. Mais peut-être que notre pays a déjà un Boualem sans salle et elle refuse d'avoir un second Boualem. Na'men, voilà. Il se trouve de toute façon au centre de rétention administrative. C'est malheureux parce que je pense entrer comme ça le conflit avec la France, ce que vous savez que 40% des migrations en France elle est algérienne. Il faut penser à cette diaspora. Et ça suffit, hein, vraiment. C'est intéressant, c'est très très intéressant ce que vous dites. C'est ce que je demandais aux invités hier soir. Quelque part, il y a un manque d'une irresponsabilité, manque de prise de conscience, la protection de la diaspora, des Algériens et des Algériennes qui, encore une fois, aujourd'hui seront vus différemment avec toute cette actualité. Pour ceux qui ne suivent pas les médias aujourd'hui en France, ça ne fait que parler de l'Algérie H24 parce qu'il y a ces relations très conflictuelles entre les deux États. Absolument. Moi, je pense vraiment, ça suffit, il faut arrêter ce manège. Parce que vous savez que selon Campus France, il y a 32 147 étudiants étrangers. 32 147 étudiants étrangers, statistique 2023, France. Une grande partie, elle est algérienne. Ramou cette jeunesse qui part pour étudier, Ramou à cette diaspora, ou à nos travailleurs. Maintenant, pour traiter la France et dire décision inattendue, comment inattendue, inopportune et contre-productive. Le lobby juif au Maroc, il fait son travail. Il fallait s'y attendre que le Macron reconnaisse la marocanité du Sahara. Et moi, je pense que, pour moi, il ne faut pas en faire toute une histoire. Au point où, voilà, maintenant, on est arrivé. Des Algériens qui se trouvent en France et qui profèrent des menaces de mort, comme le poète, ce jeune poète Tajadit. Allez proférer des menaces de mort contre ceux qui ont pillé le pays. Moi, ce jeune Tajadit de 21 ou de 22 ans, il sincèrement, ça suffit. Il faudrait s'occuper de nos problèmes et essayer de trouver une solution, et essayer d'aller de l'avant. Et ça ne sert à rien d'être comme un conflit direct, frontalier avec un membre parmi les 5 du Conseil de sécurité. Moi, je respecte la démocratie. Sarkozy, il est poursuivi pour... Est-ce que vous savez, il risque 10 ans de prison. Sarkozy risque 10 ans de prison. Et il vient de prendre un an sur les écoutes aussi. Et est-ce que vous savez que Trump est poursuivi par la justice américaine? الحرية هاي الديمقراطية احنا شكون نقولوا نحبوا نوصلوا لهذا الديمقراطية هذه. Les régimes qui méprisent leur peuple, wallah, ils vont subir le même sort que les dictateurs les chemins. Merci, docteur. القذافي تاع زنقة دار ولا صدام ولا بشار le fuyard ولا علي عبد الله صالح تاع اليمن ولا تاع السودان ولا qui pour garder son cours il a divisé le Soudan. Donc moi je pense qu'il faut être plus réaliste. Et aller de l'avant pour l'intérêt du peuple algérien et l'intérêt de la diaspora qui se trouve en France et en Europe. C'est vrai, quand vous avez raison, entre tout ça, ce sont les peuples qui en subissent les conséquences. Maître Majid Hachour, pareil sur cette actualité, on se souvient en août 2022, 29 août 2022, 90 personnes accompagnaient Emmanuel Macron à Alger, à Oran. Le 7 octobre, il y avait un conseil des ministres avec Elisabeth Borne, première ministre française. Ils étaient 16 ministres en Algérie. Ça s'est totalement dégradé. Majid Hachour, comment vous analysez cette affaire? Est-ce que l'Algérie aurait pu s'y prendre autrement, peut-être que de faire appel parfois, encore une fois, à des écrits et même à des méthodes disproportionnées, parfois répressives, le rappel d'un ambassadeur, faire des sorties au sein de l'APS? Comment vous analysez cette situation? Ça ne s'est jamais dégradé. Ça ne pourra jamais se dégrader. Il n'y aura pas de rupture diplomatique, ni politique, ni sociale, ni culturelle. Tout ce qui est en train de se passer est khalaïa sur khalaïa. Et excusez-moi de décevoir certains,
Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui, pour plaire, va parler de géopolitique, de géostratégie. Non, il y a un axe Paris-Alger, inébranlable, incassable. Un axe d'intelligence, un axe d'échange de rôles, un axe d'entraide entre régimes néocolonialistes, oui, néocolonialistes. Voyez ce qui se passait, mais vous l'avez bien dit. Un jour, il ramène des industriels, des gens, et il part même, tenez-vous, à voir Disco Maghreb. Il est chez lui. Et sans qu'il soit accompagné de quiconque. Il est chez lui. Il est chez lui, il part à Disco Maghreb, il se promène. Et un autre jour, on rappelle l'ambassadeur, un autre jour. Vous savez quoi, ce qui se passe en France? Pourquoi la France a fait une erreur que je vais citer tout à l'heure. Il y a l'extrême droite à satisfaire. Macron est sur la sellette. Vous avez bien vu la tentative de l'enlever de la présidence. Il a plein de problèmes. Il lui fallait une diversion, et pour ça, il fallait l'aide de ses amis algériens. C'est tout. Et en Algérie, c'est la même chose. En Algérie, vous savez, pour avoir une certaine aura, le pouvoir pour avoir une certaine aura, il faut qu'il tape surtout du français. Vous avez vu Zerouane en 97, vous avez vu Boumediene, vous avez vu Chadli, vous avez tous les présidents. Pour qu'ils aient une certaine aura, il faut qu'ils tapent du français, surtout du français. Pas l'américain, pas un suisse, non, du français. Et si ça concerne le président français, c'est encore bien. C'est une grosse prime pour eux. Non, qu'ils arrêtent de jouer ou qu'ils arrêtent de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous savons que tout ça est comédie et puis comédie. Pour la précipitation, regardez quand je dis que Macron a cette fois plein de problèmes, qu'il a agi en précipitation. Je parle de ce voyou, de Boualem, celui qui a menacé Tadjadid. Entre parenthèses, nous sommes en train de réunir des moyens, des preuves pour un réel dépôt de plainte contre ce voyou. Mais nous attendions justement un détail. Le détail, c'est celui-là. C'est qu'en 1974, Chaban, en plus de l'accord de 68, parce que le problème franco-algérien, excusez-moi de sauter du caca à l'âne, mais c'est pour mieux expliquer. Le problème algéro-français, s'il y a problème, moi je parle de l'alliance, il faut la prendre à l'aune des conventions et des multiples conventions qui se sont faites entre l'Algérie et la France. Les unes officielles, les autres secrètes. La convention de 68 sur la main-d'œuvre, etc., a été suivie par la convention de 74 sur l'aide juridique, sur l'assistance juridique, sur la coopération juridique. Dans cette convention, il y avait le principe de l'exéquatur et de l'expulsion, et des procédures d'expulsion. Et c'est là qu'on avait parlé de l'extinction de toutes les voies de recours, quel que ce soit un Français expulsé par l'Algérie ou un Algérien expulsé par la France. Et curieusement, cette fois-ci, ils se sont rendus compte de cette convention. Je parle du côté algérien. Mais du côté français, ça m'étonne qu'ils soient dans l'ignorance de cette même convention. Ce qui me conduit à dire qu'ils ont agi par précipitation. Donc, je dis et je le redis. On y reviendra. Je vous laisse terminer là-dessus. N'est que pure diversion. Demain, on va se réveiller et vous verrez que Macron va venir et que celui qui ne voulait pas aller quelque part, il va aller à la France. Lui qui disait que les choses ont mûri et que c'était une rencontre historique. Merci, c'était une rencontre historique, elle est historique pour lui. Il ne va pas la rater encore.
Donc une rencontre historique donc, qui se tiendra selon vous. Merci Maître Majid Hachour, Dr Mohamed Lamine Chiban, plaisir de vous avoir su. Lies Djebali, merci pour votre fidélité en début d'émission. Rachid Hassani, le RCD était avec nous, l'équipe en régie, merci infiniment. Sagidi Mensin Yara Mounir Darnas, Kwassam Gas, Joujalef, Samia, 75, bonne année à toutes et à tous. Salam Rawani Kounou, Tewashuli Nenoun, Sha, Lahna, Tilali, Thari, du bonheur, de la liberté et de l'amour. Bonne soirée à tous.